Allez, Monsieur Bertha, je vais donner la parole à Corentin Corget qui va vous poser les premières questions. Nos sociétaires, bien évidemment, vont vous interpeller également lors de cette interview. Mais Corentin, la première question, elle est de retour en 2023. C'est la question politiquement coquine. N'avez-vous pas de regrets, Monsieur Bertha ? Alors, si le regret, il pouvait en avoir un, c'est d'être peut-être reparti sur un deuxième mandat. Si oui, c'était ça. Alors que vous ne l'aviez pas envisagé au départ. Alors que je ne l'avais pas envisagé et j'ai effectivement succombé à, tout d'abord, à certaines sirènes peut-être, mais en tout cas à un souci de démocrate, c'est-à-dire, et finalement qui s'est avéré exact, c'est-à-dire comment sauver une circonscription des extrêmes et rester avec au moins une circonscription démocrate. Oui, vous êtes le seul député de la majorité. Du coup, c'est un regret ou pas alors ? Non, c'est pas un regret parce que je sais aussi le sens de la mission que je me suis octroyée à Paris, que je poursuis et que j'amplifie. Moi, j'ai plusieurs dada, et vous le savez, et qui sont pas tout à fait récents. C'est tout d'abord faire comprendre dans ce monde politique où la science est quasi absente que la science, c'est une priorité et ça doit être une priorité parce que je ne vois pas vraiment comment, à travers les défis qui nous sont posés, que ce soit les défis climatiques, les défis agroalimentaires, les défis donc environnementaux, et puis les défis sanitaires, comment ne pas comprendre que la priorité, c'est la recherche. Et aujourd'hui, la recherche, elle a besoin vraiment de nouveaux moyens. Puis mon deuxième combat, vous le connaissez, j'ai entendu le mot de handicap. Donc bien sûr, je suis j'ai reconduit mon groupe d'études sur les maladies rares, vous le savez, avec les 3 millions de gamins que je représente modestement au sein de l'hémicycle et pour lesquels je m'engage à fond pour trouver de nouveaux moyens et pour essayer de faire en sorte qu'on les soigne tout bêtement parce qu'on va commencer à avoir de plus en plus de solutions thérapeutiques pour ces enfants. Et il faut trouver, j'allais dire même jusqu'à un nouveau modèle économique pour leur Vous parliez des extrêmes qui vous avez aussi poussé à faire ce deuxième mandat. Quand vous prenez un peu de recul par rapport à toute la séquence qu'on vient de vivre, comment vous la qualifiez comment vous qualifiez cet épisode politique actuel ? Très grave parce que aujourd'hui, ce que je vois mis en péril, mais je le crains depuis bien longtemps, c'est juste la démocratie. C'est notre démocratie qui se joue en ce moment. Et on a touché le fond ? Toucher le fond, j'espère. J'espère qu'on n'ira pas plus bas. Mais aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait une conscience collective de ce que c'est qu'une démocratie. Qu'une démocratie, c'est un régime très faible. C'est le régime le plus faible qui soit. Et qu'une démocratie, ça se défend bec et ongle. Et qu'on ne doit pas tomber dans quelques sirènes que ce soit et rester dans un état de droit avec des institutions qu'il faut savoir défendre, qui sont aujourd'hui attaquées de toutes parts. Moi, je vois dans cet hémicycle des gens au niveau des extrêmes qui sont très clairement très loin des idées républicaines. Justement, même s'il n'y est pas dans l'hémicycle, Jean-Luc Mélenchon, François Bayrou, qui est le président, votre patron du MoDem, a eu ces termes auprès de Jean-Luc Mélenchon, qu'il avait une stratégie de déstabilisation de notre société par la multiplication des affrontements, une stratégie pour obtenir la prise de contrôle de la société par un mouvement idéologique qui imposerait sa vue aux autres, et c'est ce qu'on appelle une révolution. Est-ce que vous êtes d'accord avec... Je suis d'accord avec lui. Malheureusement, je suis d'accord avec lui. Parce que c'est ce qu'on observe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'appel qui est fait de façon quasi permanente par les élus de la NUPES et en particulier par la composante LFI, c'est un appel à l'insurrection. C'est-à-dire que c'est une forme de révolution qui est souhaitée. Et j'en mesure les effets possibles. C'est que je ne crois pas qu'ils vont réussir. Mais par contre, effectivement, s'ils veulent continuer à faire monter l'extrême droite, donc l'autre extrême, on s'y prendrait pas mieux. Et j'ai le sentiment, qui est un sentiment assez partagé, que c'est finalement leur souhait peut-être, de voir effectivement la victoire de Marine Le Pen pour en jouer ensuite un nouveau tour, mais dans la rue cette fois-ci, à travers ce qui pourrait être facilement une guerre civile. Plus précisément sur la réforme des retraites, est-ce que quand même on ne peut pas dire que à la fois le gouvernement, à la fois Emmanuel Macron, c'est peut-être entêté contre tout le monde ? Puisqu'on rappelle qu'il y a 2/3 des Français, encore récemment dans les sondages, qui s'étaient opposés et qui sont toujours opposés à cette réforme des retraites. Alors, je vais redire moi ce que j'ai toujours dit, et je reste tout à fait dans cette conviction, c'est qu'on a un problème avec nos retraites. Si on veut le maintien de notre système par répartition, qui est un système le plus social qui soit, eh bien, on ne peut pas continuer à avoir un État qui est obligé d'injecter 30 à 40 milliards par an pour sauver le système. Donc ça, c'est limite. Ces limites, vous les connaissez maintenant, on les a beaucoup entendues. On a une population vieillissante, qui donc, elle est vieillissante, elle est de plus en plus en retraite. On a
Bientôt, on va friser les 1,5 actifs pour un retraité, alors qu'on était dans les années 60 à 5 actifs. On a aussi une population vieillissante. Eh bien, quand on vieillit, on a des problèmes de santé connexes souvent, donc il faut faire quelque chose. Par contre, ce que j'ai toujours dit, c'est que je n'aurais pas fait cette séquence-là. Moi, je le maintiens. Aujourd'hui, la problématique du pays, c'est de remettre en valeur une valeur cardinale qui est la valeur travail. Et faire comprendre que ce qui crée la richesse d'une société, d'un pays comme le nôtre, c'est la quantité de travail qui est produit. Et on le voit bien qu'on ne travaille pas assez. Pourquoi ? Il y a une balance qui s'appelle la balance du commerce extérieur, qui nous rappelle douloureusement cela, mois après mois. 80% de ce que nous consommons, nous l'importons. Donc il va falloir à un moment continuer. La réindustrialisation a débuté, elle est largement insuffisante, mais faire en sorte que le travail se fasse dans ce pays. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous êtes abstenu sur la motion de censure ? Alors, ça a pu surprendre. Non, parce que vous n'avez pas compris le principe de la motion de censure, si je peux me permettre, Abdel. Une motion de censure ne vote à la motion de censure que ceux qui la soutiennent. Les autres ne prennent pas part au vote. Donc il n'y a pas d'histoire d'abstention. Vous soutenez la motion de censure, vous la votez, vous ne la soutenez pas, j'allais dire, finalement, vous restez chez vous. Fatima, votre question à notre invité. Donc vous êtes élu député MoDem, vous composez la majorité, représentez la majorité présidentielle. Avec le 49.3, il y a eu un passage en force pour la réforme de la retraite. On vous a empêché de voter en tant qu'élu. Vous soutenez du coup la majorité présidentielle. Jusqu'où iriez-vous dans le soutien à Macron et à son gouvernement ? Alors, déjà, nous sommes 51 députés et j'ai la fierté de dire que ces 51 députés que nous sommes, en tout cas, travaillons vraiment de concert dans une ambiance absolument extraordinaire sur le plan qualitatif. C'est aussi pour ça que je ne suis pas mécontent d'être toujours présent à l'Assemblée. Moi, je voudrais quand même refaire un petit peu l'origine du non-vote. Le non-vote, au départ, c'est l'analyse du texte à l'Assemblée. Je rappelle les quelques 30 000 amendements déposés par la NUPES qui avaient qu'un seul objectif, c'est que nous n'arrivions pas au fameux article 7, dont on a beaucoup entendu parler, qui était celui du vote pour ou contre la réforme des retraites, c'est-à-dire l'âge de 64 ans. Je rappelle aussi que ces 64 ans, parce que ça a été peu dit, ne concernent que 60% de la population. 40% de nos concitoyens partiront en retraite bien avant 64 ans. J'étais encore avec un ami vigneron, pas plus tard que lundi dernier, qui lui a fait son calcul, qui partait à 57 ans. Donc il y a des choses qui n'ont pas été dites. Donc ils nous ont empêchés de voter et de discuter sur le texte, ce qui a été fait au Sénat, où ils ont pu effectivement, dans le temps imparti, analyser l'ensemble du texte. Donc ça commence là le problème. C'est que leur objectif était clairement que nous ne débattions pas. Oui, mais bon, au dernier moment, il y a eu quand même ce choix du gouvernement d'Elisabeth Borne. On aurait pu quand même décider d'aller jusqu'au bout, d'aller au vote. Il y avait une crainte. De voir la crainte était alors forte, que le vote, même s'il avait été refusé, à la fin, cette réforme était peut-être la démonstration de ce qui se disait dans la rue. Alors, déjà, ne voyons pas tout en noir. Les réformes, ils s'en votent toutes les semaines à l'Assemblée, et toutes les semaines, nous arrivons effectivement à construire des majorités. Ce qui est un signe quand même de maturité, des majorités qui se font un coup avec la gauche, un coup avec la droite. Donc ça, c'est plutôt positif. Sur le 49.3, le problème, on va pas se le cacher, le problème c'est la composante des Républicains, qui était à peu près sur 2, parce que je rappelle que les Républicains, eux, plaidaient, si j'en crois, la proposition faite par leur candidate aux élections présidentielles pour une retraite à 65 ans. Et manifestement, il se passe des choses au niveau des Républicains qui ne me regardent pas, mais qui montrent d'abord un manque d'unité, une dissension, et puis des petits jeux internes qui vraiment sont très tristes, parce que, je l'ai dit en introduction, aujourd'hui les enjeux sont plus à guerroyer pour tel ou tel. Vous avez été déçu en particulier d'Aurélien Pradier, chez les Républicains. Oui, il a joué une carte totalement personnelle en s'opposant à tous ses responsables politiques, que ce soit son président de groupe à l'Assemblée, Marlex, que ce soit le président des Républicains, Ciotti. Il a joué une carte totalement perso. Pour vous, il n'a pas voté par conviction ? Il a voté pour des intérêts qui nous dépassent ? C'est des choses qui, malheureusement, sont encore trop fréquentes dans le jeu politique. Et ce que je rajouterais, c'est qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas aller mélanger vos voix avec n'importe qui. Corentin, votre question à notre invité. Moi, ce qui m'a interpellé la semaine dernière, c'est l'interview d'Emmanuel Macron. Une interview qui était censée
essayer d'apaiser les choses, d'apaiser la situation. Et j'ai trouvé le président de la République à l'inverse même de l'apaisement nécessaire qui me semblait être important. Je pense qu'il n'a fait que souffler sur les braises. Et d'ailleurs, il a réussi à faire repartir la mobilisation derrière encore plus dans la rue. Quelle est votre position, quel est votre sentiment par rapport à cette interview présidentielle qui m'a paru être un peu déconnectée de la réalité des Français, notamment moi sur une analyse qui m'a un peu choqué sur oui, je sais c'est difficile mais il faut que vous fassiez des efforts, en omettant un petit peu que les Français aujourd'hui prennent plus de 13%, 10 à 13% d'inflation sur les produits de première nécessité, que l'essence est à 2 euros et que la majorité des Français qui vivent dans les territoires ruraux qui ont besoin de prendre la voiture et qui font 50 à 80 km par jour aujourd'hui donc sont plus que ric-rac à la fin de chaque mois, comptent leurs sous au moindre euro. Et quand on leur rajoute derrière le fait de leur dire il faut que vous fassiez un effort de plus sur la retraite, après on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas sur le sujet profond des retraites, mais j'ai eu l'impression qu'il y a eu quand même un manque d'empathie, un manque de compréhension et d'humanisme du président. Et ça m'a dérangé, j'aurais aimé savoir ce que vous en pensiez. Philippe Bertin. Je comprends très bien votre sentiment, je vais essayer de le partager, mais que partiellement. Déjà, honnêtement, le président Emmanuel Macron est courageux. Faire la réforme des retraites dans ce pays, vous savez très bien que si on se reporte sur les décennies précédentes, c'est toujours très 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 compliqué. Quand vous allez expliquer à vos concitoyens qu'il va falloir travailler plus, c'est un message qui est difficilement audible pour beaucoup d'entre nous. Il le fait quand même, il n'est pas obligé de le faire. Honnêtement, il n'a pas de souci électoral, donc simplement il a le nez sur les chiffres, et on s'est aperçu par la suite que les chiffres du corps étaient complètement faux, et que si on lisait bien les alinéas dans le texte de l'apparition du corps, on trouvait les vrais chiffres. Donc ces vrais chiffres... D'ailleurs, dès cette année 2022, les chiffres, effectivement, sont pas tout à fait les bons par rapport aux prévisions, puisque ça coûte beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Il y a finalement eu beaucoup plus de personnes qui sont allées à la retraite. Oui, et puis donc c'est un prêt de 30 à 40 milliards qu'il faut aller chercher, emprunter, avec des taux d'intérêt qui sont en train de monter. Créer de la dette, on l'a fait. On a été obligé de le faire pendant la phase Covid. Créer de la dette, quand c'est une dette qui a pour objet d'investir dans le pays, de créer de la richesse à terme, à moyen ou long terme. On parlait de réindustrialisation, par exemple, pourquoi pas. Là, c'est de l'argent perdu qui, en plus, n'est pas en accord avec même le fondement de notre système de retraite. Quand le système de retraite a été mis en place, l'idée, c'était que les actifs, et uniquement les actifs, payaient. Mais là, c'est sur pour les raisons, mais retraités. sur le manque d'empathie dont parlait Corentin. Alors après, il y a probablement 2 phrases de trop dans son discours. Je crois qu'elles ont été relevées. C'est d'autant plus... Fatima pense qu'il y en a un peu plus que 2. D'autant plus dommage que nous avons auditionné au groupe Modem à Paris les responsables des dossiers retraite de la CFDT. Citons la CFDT. Et on a passé 2h30 avec eux pour mesurer quoi ? Pour mesurer que sur le fond, on était très très proche d'eux. Et qu'il eût été, me semble-t-il, pas si difficile que ça, je pense à tous les syndicats réformistes, de façon plus générale, de les embarquer, parce qu'eux sont conscients des réalités et ils ne sont pas populistes pour un sou, ils sont là pour partager. Simplement, outre le fait que je pense que le phasage, qui aurait dû être, à mon avis, travail, puis ensuite on découlait sur les retraites, le deuxième élément, ça a été la barrière d'âge, l'âge à 64 ans. Il va mieux parler d'un système probablement par points, d'un système de cotisation et de durée de cotisation. Et je pense, dit la CFDT d'ailleurs. Ce que dit la CFDT et c'eût été, à mon avis, la bonne solution. Avant de redonner la parole à Corentin qui a encore des questions, quelques remarques et quelques retours sur les commentaires que nous avons. Il y a Philippe qui vous dit bonsoir Monsieur Bertin, lutter contre les extrêmes c'est bien, lutter pour les habitants de la 6e circonscription c'est mieux. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre ? Alors, j'allais répondre que c'est vrai que je suis remarquablement absent de la 6e circonscription depuis quelques semaines, mais parce que vous savez ce que c'est, je ne le mesurais pas à ce point quand vous êtes dans une majorité relative, c'est-à-dire qu'il faut être présent, chaque voix va compter. Hein, on a vu donc effectivement une motion de censure à 9 voix près, donc c'est important. Donc on est très 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 mobilisé à Paris, j'en sais quelque chose, et donc on est obligé, on ne peut pas se partager à l'infini. Puis je vais vous faire un aveu, c'est que c'est rendu d'autant plus complexe qu'aujourd'hui, oui, je suis député de la 6e circonscription, mais je suis aussi un peu député du Gard.
Vous voyez, je travaille en ce moment même sur la situation de Royal Canin. Je vais essayer d'intervenir partout où on me sollicite. Sur la sixième, puisque sur les autres circonscriptions, ce que vous expliquez, c'est le Rassemblement national et les Insoumis. Ah oui, donc le seul qui peut porter effectivement une parole auprès de l'exécutif et essayer de défendre les dossiers gardois actuellement, il est devant vous. Donc ça me donne une charge de travail qui est un peu déraisonnable parfois, mais en tout cas que j'assume. 2 autres commentaires. Il aurait mieux fallu une loi travail avant la loi retraite. Donc c'est dans la logique, effectivement, ce que vous étiez en train de dire. Arnaud Bord, qui regarde l'émission, dit donc la NUPES n'est pas responsable du 49-3, c'est bien l'absence de majorité au Parlement. Oh, la NUPES voulait arriver au 49-3, c'était leur objet depuis le départ. Je rappelle quand même que le 49-3 et les motions de censure qui suivent, c'est peut-être un système intéressant. Moi, j'aimerais bien le voir appliqué à l'allemande, puisqu'ils ont le même système Bundestag dans les institutions allemandes. La différence, c'est que si vous déposez une motion de censure, il faut qu'en même temps vous proposiez ce que sera le prochain gouvernement. Quand on connaît la composition de ceux qui ont voté la censure la semaine dernière, je les aurais vus un peu en difficulté de nous proposer un gouvernement. Corentin, 2 questions pour terminer. Oui, on va parler aussi de vos travaux de député. On en a un petit peu. Vous avez parlé des thèmes qui vous tiennent à cœur. Déjà, d'abord, en septembre dernier, vous avez été nommé membre du Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. En gros, vous devez évaluer les universités, les organismes de recherche. Quel bilan faites-vous après quelques mois à cette fonction ? Parce que c'est probablement par cette, entre autres, mais par cette fonction entre guillemets que je me suis posé à l'exécutif. Très récemment dans la nouvelle loi sur l'énergie et sur la relance du nucléaire, puisque pour une raison que je n'ai jamais vraiment réussi à élucider, cette loi s'est vue rajouter un amendement de dernière minute pour finalement sonner la disparition d'un institut de recherche auquel je suis très attaché, qui est l'Institut de recherche en sécurité nucléaire, et le voir introduit au niveau de l'agence de sécurité nucléaire, c'est-à-dire mettre ceux qui font la recherche, qui émettent des avis, sous la coupe de celui qui va prendre la décision. Mais je pense toujours qu'il me semble de bonne loi de séparer les 2 fonctions. Donc c'est à travers cette fonction HCRS, puisque je savais aussi pertinemment que l'HCRS était en train de travailler sur l'évaluation de cette institution de recherche, et qui me semblait, ou tout du moins, si on respecte un petit peu les organismes nationaux, et l'HCRS que vous avez cité en est un, on attend qu'il ait fini son travail pour prendre une décision. Peut-être que la décision finale sera de dire finalement, ça serait peut-être mieux de fusionner les 2 structures. Moi, j'ai juste alerté que cet institut fait un travail qui nous concerne tous sur le plan médical, puisque c'est cet institut qui, par exemple, fait ce qu'on appelle la dosimétrie, va tester les appareils de radiologie devant lesquels nous passons tous un jour, voire même les appareils de curithérapie pour traiter nos tumeurs, et que ne pas avoir un regard très autonome et permanent sur la qualité des appareils qui sont utilisés me pose souci. Oui. Et quand j'ai posé la question à la ministre en charge, mais toutes ces activités civiles, non nucléaires au sens énergétique, faites par l'IRSN, qui va les assurer, j'ai pas eu de réponse. Donc à partir de là, je reconnais avoir embarqué avec moi un certain nombre de mes collègues et dire cette fusion, nous ne la ferons pas. Une toute dernière question, une question plus locale. On ne va pas rentrer bien évidemment dans le sujet qui anime la presse depuis quelques jours, mais vous posez une question peut-être plus philosophique sur les liaisons dangereuses qui existent entre des promoteurs immobiliers et des élus politiques. Ça concerne là la ville de Nîmes, mais ça peut concerner d'autres communes, mais ça peut concerner aussi l'Assemblée nationale et les députés qui font face souvent aussi à des entreprises de lobby. Comment faire face ? Très compliqué, c'est vrai que moi je n'ai pas à commenter ce qui se passe localement et je ne le ferai pas. D'abord, vous faites un excellent travail journalistique, donc continuez votre travail journalistique. C'est vrai que cette endogamie entre le monde de l'immobilier, du bâtiment et le monde politique est un vrai problème. C'est vrai qu'on est soumis à des pressions. Vous voyez bien quand on plaide pour la fin de l'artificialisation des sols à l'horizon 2050, vous imaginez bien que ça crée beaucoup de tensions et beaucoup de pression. On vous l'a reproché d'ailleurs aussi, bien sûr qu'on me l'a reproché. De subir la pression de lobby. Bien sûr. Bon, après, on a aujourd'hui mis en place depuis, c'est récent, depuis fin 2017, au sein de l'Assemblée nationale, ce qu'on appelle la loi de moralisation de la vie publique, qui fait que effectivement tous les rendez-vous
tous les contacts que nous avons dans notre vie de parlementaire sont totalement signifiés et déclarés. Alors moi, vous allez trouver sans difficulté, parce que je sais que certains s'amusent à le faire, que j'ai beaucoup de contacts, par exemple, avec l'industrie pharmaceutique. Oui, je le reconnais. Et avec le monde de la biotechnologie santé, oui, je le reconnais. Pourquoi ? Parce que mon travail, je reprends sur l'une de mes fonctions maîtresse pendant ce mandat, c'est de les convaincre d'investir le monde des maladies rares et d'investir dans les fameuses biothérapies qui seront les solutions pour aujourd'hui déjà et encore plus demain pour nos enfants. Après, il y a des questions de partager avec eux effectivement des constats. Il y a une question après de se compromettre. Après, c'est autre chose. Moi, je suis un esprit relativement libre et vous le savez, moi, je me compromets en rien. J'essaye de faire en sorte, et je crois que c'est certainement pas moi qui ai pris ces décisions, mais je vois que ça y est, dans les 3 items principaux que tous les grands leaders de la pharmacie ont aujourd'hui mis en exergue, il y a le cancer, il y a l'immunologie, et il y a enfin les maladies rares. Donc tant mieux, parce que je me souviens très bien quand j'ai embrassé cette thématique, quand j'ai créé le groupe d'études maladies rares il y a bientôt 6 ans, on ne comprenait pas bien parce qu'il y avait cet adjectif de rare. Si c'est rare, politiquement ça pèse pas. C'est juste une famille sur 20 qui est concernée. Et vous voyez, je recevais encore ce matin un couple de la 6e circonscription qui est frappé de plein fouet, et j'en vois, vous n'imaginez pas. D'ailleurs, beaucoup des associations, enfin un certain nombre d'associations maladies rares sont présidées par des associations localisées dans le Gard. C'est pas inintéressant à savoir. C'est un travail princeps pour moi. Enfin, je veux dire, ça doit effacer le reste. Merci beaucoup Philippe Berta d'avoir répondu à toutes nos questions. Dans quelques instants,